pas nécessairement, je pense, au contact de l'informatique appliquée dans la vraie vie. Donc, il y a des slides que j'ai pris de formation interne chez nous, que j'ai faites, que j'ai données. Il y a des slides qui viennent de présentations du département. Il y a des choses que j'ai un petit peu prises de différentes sources. Et puis, il y a des choses que j'ai ajoutées. Donc, vous verrez qu'il y a grosso modo 3 parties. Je vais commencer par donner un petit peu une petite introduction. Je vais expliquer ce que je fais, comment on fonctionne. Donner un peu de contexte. Et puis, j'expliquerai le cœur de la présentation, qui est de vous donner un aperçu, ce que ça veut dire développer du logiciel, du software, dans un milieu un peu particulier, qu'on appelle safety critical, qui est une industrie généralement dans l'embarqué, assez spécifique, mais vous allez voir, même en réseau télécom, même dans plein d'autres choses, le safety critical a sa place. Et en fait, d'une façon générale, c'est une série de bonnes pratiques aussi qui sont applicables à l'informatique en général. Et puis je terminerai par un chapitre, j'échangeais sur Madame Levinfoss à ce propos, pour un peu donner, je vais dire, un aperçu de ce que ça veut dire d'être développeur dans ce milieu-là spécifiquement. Donc comment est-ce que moi, avec mon expérience, je vois le rôle de développeur et à quoi vous pouvez vous attendre en fait. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce que les slides sont en anglais, à m'interrompre ou à attendre que je finisse le slide, mais dans tous les cas, n'hésitez pas à poser la question au moment même pour pas que vous perdiez le fil en fait. Je préfère que vous me demandiez et qu'après vous puissiez suivre le reste de la présentation. Alors voilà, ça tout de suite, ça c'est super impressionnant. Vous voyez là, ça c'est quelque chose que j'ai développé, j'ai travaillé dessus là, ces choses-là. Le logiciel, sûrement un logiciel un équipement. Ici aussi, ça c'est quelque chose où les personnes dans notre bureau ont travaillé dessus. Donc, vous voyez, c'est du militaire. Donc moi je travaille pour la FN Herstal. La FN Herstal, c'est un armurier liégeois. Plus de 150 ans plus de 125, donc je veux dire pas loin de 130 ans probablement d'expérience là-dedans. Et la FN ne fait pas que des armes, ne fait pas que de la munition et du métal. En fait, depuis, je dirais, depuis 10 ans, plus ou moins, la FN fait aussi du logiciel embarqué. Alors c'est du logiciel embarqué qui a pour but essentiellement la même chose qu'un robot. En fait, ce sont plus ou moins des robots téléguidés, de contrôler un équipement, un système qu'on appelle ça, qui est électromécanique. Donc c'est ici le cas d'une tourelle sur un véhicule. Je vous expliquerai peut-être après. Et ici, dans ce cas-là, ça c'est super intéressant. Ça c'est de l'informatique, du logiciel embarqué dans un hélicoptère, donc dans un équipement aéroporté. Et ça a des challenges en fait très spécifiques que je vous expliquerai après. Parce que dès qu'on développe quelque chose qui vole, on veut pas qu'il y ait un truc de 10 tonnes qui nous tombe sur la tête, donc il y a des règles. Alors un mot sur moi, pour que vous sachiez avec qui vous avez affaire, pour qu'on puisse se connaître un peu mieux. Donc effectivement, je suis sorti en 2012. Je suis sorti en 2012 de l'Impress, j'ai fait réseau télécom, mais il ne faut pas trop donner l'importance à ça parce que pour moi, réseau télécom industriel, c'est juste une petite spécialisation. Ce qui compte, c'est finalement votre parcours. Vous voyez, moi, j'ai fait ma carrière dans l'informatique embarquée. Et voilà. Pourtant, j'ai fait réseau télécom. Pourquoi ? Parce que j'aimais beaucoup les stacks réseau, les technologies réseau, la programmation là derrière. Mais en même temps, j'aimais beaucoup Linux, j'aimais beaucoup les systèmes d'exploitation aussi. Et donc, j'aimais aussi beaucoup jouer avec de l'électronique, faire des robots, des choses comme ça. Donc voilà. J'ai fait ça et en 2015, j'ai démarré à l'AFN. Avant ça, j'avais travaillé un peu dans une société qui fait des routeurs en Flandre. Dans une société qui fait des équipements, des tablettes industrielles en Allemagne, mais non, là j'ai fait mon TFE là en fait, donc j'avais des contacts en Allemagne,
Et puis j'ai, en 2015, commencé à travailler à la FN en tant que développeur software. Voilà. Et donc là, j'ai travaillé sur les équipements aéroportés. Donc vous avez vu au début l'image de l'hélicoptère. Ben, là, il y a un équipement, j'ai une photo plus tard, qui est un viseur tête haute. Et donc en fait, c'est une espèce de vitre comme ça, sur laquelle on projette une image qui se met à jour. Alors pour ceux qui jouent aux jeux vidéo, c'est vraiment comme vous prenez l'avion dans Battlefield, voilà, c'est ça quoi. Vous avez le viseur, vous avez les différents statuts avioniques, hein, l'altitude, éventuellement l'accélération verticale, des choses comme ça qui s'affichent. Et en fait, vous mettez ça en relation avec le monde réel. Donc vous avez des capteurs, vous avez des retours qui viennent. Et alors le challenge au niveau software, c'est de développer ça d'une façon fiable, parce qu'on ne veut pas donner des fausses informations aux pilotes. Ensuite, bon, à la FN, moi j'ai évolué, j'ai commencé à travailler sur d'autres projets. J'ai pris les responsabilités plutôt qu'on appelle ça de coordination technologique, donc de coordination des technologies plutôt en français. C'est plutôt de l'ordre du design, de l'architecture, plutôt de l'ordre du process, de comment on va développer pour répondre justement aux normes de développement qui sont très strictes. Et enfin, maintenant, j'ai un rôle plutôt de management. Donc, j'ai 4 équipes de développeurs pour CPU que je gère, qui sont au total 25 personnes. Et donc là, on a du machine learning, on a beaucoup de C++, on a de la computer vision, on a de la programmation graphique en tête haute ou en console. Et on a aussi finalement beaucoup de programmation réseau appliquée à de l'embarqué. Donc voilà, si vous vouliez demander si on fait un choix entre Indus ou réseau, le choix il est de très faible importance en fait. Voilà, donc un mot sur le département et un mot sur concrètement qu'est-ce qu'on fait. En fait, comme je vous disais, on développe du logiciel pour des systèmes embarqués. Alors l'avantage de là où je travaille, c'est qu'on fait l'ensemble de la solution. Donc ça veut dire qu'on a la maîtrise sur l'ensemble de la solution. Parce que quand vous faites un logiciel qui fait bouger quelque chose de physique, vous devez connaître l'inertie de la chose qui bouge. Vous devez connaître les puissances qui sont engagées au niveau des moteurs. Vous devez connaître ce que ça implique d'agir dans le monde réel. Et finalement, là, c'est l'avantage, c'est qu'on a l'ensemble de l'électronique qui est développée chez nous. Donc nous, on faisons nos propres PCB, nos propres routages de cartes, nos propres mécaniques dans laquelle on met les cartes. On fait évidemment le système entier et les armes. Et donc, on a cette maîtrise-là. Et finalement, on accompagne le produit du début de la R&D jusqu'à la fin quand on la pose sur un porteur. On appelle ça le porteur. Typiquement, ça va être un véhicule. C'est le cas le plus courant, mais ça peut être un bateau, un navire. Ça peut être aussi, comme je vous disais, un hélicoptère, ça peut être un char ou une tourelle de char, ce qui est différent. Parce que si vous avez le sol qui bouge comme ça sous vous, sous votre équipement, alors forcément, ça c'est indépendant de votre porteur, du véhicule qui va peut-être continuer à avancer tout droit, et votre tourelle, elle bouge toute seule, entre guillemets. Donc vous avez toute une série de challenges qui arrivent avec les différentes applications. Le naval a aussi une série de challenges bien à lui. Quand vous avez une houle, quand vous avez des vagues comme ça, c'est excessivement difficile de faire de la stabilisation quand vous avez un canon qui est en train de tirer ou quand vous avez même une caméra en fait, de façon correcte. Et je vous raconte pas le tracking. Donc on a une caméra qui va détecter des objets dans la mer, mais quand un bateau passe derrière une vague et qu'il y en a un autre qui croise ce bateau-là, il faut retenir lequel bateau est arrivé en premier et réussir à traquer quand la vague est passée. Et donc voilà, il y a toute une série de challenges comme ça qui sont vraiment liés aux différentes applications des produits. Alors pourquoi je vous dis tout ça ? En fait, je vais vous expliquer le rôle des différents intervenants et essentiellement du développeur software dans le projet sous l'angle safety critical. Donc toujours sous l'angle il faut surtout pas que le software fail. Et je vous expliquerai ce que ça veut dire parce que c'est différent qu'une panne mécanique. Et on a généralement une équipe de 5-6 développeurs et on a une division des rôles en fait.
On va avoir généralement des développeurs qui vont concevoir un logiciel. Voilà. Ils développent, ils sont capables de dire il va me falloir tel type de composant, je vais faire une lib qui va abstraire le réseau, qui va abstraire telle chose. Et puis on a des personnes qui sont plutôt des architectes. Donc moi je suis manager, mais j'ai aussi une casquette d'architecte dans un de nos produits. Et donc là, ça consiste à décomposer le software. Donc je vous expliquerai plus tard quand j'irai dans le détail des différents process. Et puis on a un rôle qui est le responsable du projet. Alors je ne sais pas si vous connaissez le Scrum, si vous connaissez l'Agile. Ce sont des termes un peu bateaux qui sont souvent dits, mais par contre, ils sont un peu bateaux, ils sont un peu génériques pour une bonne raison. C'est qu'en fait, ce sont des théories qu'après on va appliquer de façon très spécialisée au sein des entreprises et toujours un petit peu adaptées au use case de l'entreprise. Donc c'est super important de les maîtriser, de voir la théorie derrière. Et ici, vous allez voir, on a une découpe qui est très similaire en fait. On a le Scrum Master qui est grosso modo le lead dev, on a le Product Owner qui est grosso modo le coordinateur projet, ensuite on a l'architecte, donc on va retrouver ces rôles-là en fait, et on est un peu organisé comme ça. Donc on a des sprints réguliers qui peuvent durer de 2 à 3 semaines ou 4 semaines en fonction de ce qu'on fait. Ensuite voilà, j'ai ajouté ceci pour vous montrer qu'il y a tout un écosystème autour de nous. Donc nous, on fait du software, mais c'est pas comme quand vous êtes dans une société, je vais dire, qui fait du software plus de service. Par exemple, ils développent une web app ou un service qu'on peut dérouler les vendredis, on les mettre en ligne. Mais nous, évidemment, un software, ça prend 3 ans à développer parfois. Donc il y a plein de choses autour. Il y a des personnes qui font de la qualité, il y a des personnes qui font du système. Donc je vous expliquerai ce que ça veut dire. Il y a des gens qui vont écrire les manuels qui sont dans un autre bâtiment que nous et qui vont faire d'autres gens qui vont faire de l'ergonomie qu'on ne rencontre jamais. Donc ce sont des très gros projets en fait. Mais voilà, je vous expliquerai un peu plus en détail comment ça se passe et vous allez voir, moi je vais me focaliser sur la partie vraiment software et je vais vous dire lesquels sont les inputs avec lesquels nous on travaille, les entrées qui nous servent. Donc voilà pour l'introduction. Grosso modo, je vais maintenant me focaliser vraiment sur le software. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à m'arrêter. Donc voilà un cas d'application de l'aéronautique, de l'armement axial, donc dans l'axe de l'hélicoptère, avec des systèmes d'armement à l'intérieur. Donc nous, on va contrôler en fait cette espèce de gros boîtier là, avec une arme dedans, dans lequel il y a un vérin. Il y a un vérin, il y a un solénoïde, en gros, c'est quelque chose qui mécaniquement va tirer la gâchette, si vous voulez, ou va pousser une gâchette. Et ces choses-là sont contrôlées par des microcontrôleurs. Donc on a des microcontrôleurs qui sont partout dans le système, on en a un certain nombre, et généralement l'ensemble de microcontrôleurs sont contrôlés, ou tout du moins commandés, par une partition, qu'on appelle ça, une partition qui est sur un CPU. Donc un microprocesseur. Le code de la partition de commande, de command and control, est généralement d'un niveau d'abstraction plus élevé. Le code des microcontrôleurs en dessous qui contrôlent les actuateurs, qu'on appelle ça, qui sont proches de la mécanique, ils sont généralement en C, ils sont très simples, ils sont généralement en temps réel. Alors, safety critical. Donc le terme, il est un peu... il est assez spécifique. Mais en fait, il est très précis. Hein. C'est quelque chose qui répond vraiment à un besoin de ne pas introduire d'erreur. Donc, comme je vous disais tantôt, il y a quelque chose qui s'appelle le système. Et nous sommes le software. Et donc ça, ce sont des notions qu'il va falloir retenir tout du long de la présentation. Le système, c'est les personnes qui vont concevoir le robot, concevoir la voiture, ou l'hélicoptère, ou le système d'armement. Alors, je parle beaucoup de transport, parce que le safety critical, comme vous pouvez vous en douter, est très, très appliqué dans le transport. En fait, dès qu'un système peut causer des blessures, peut causer la mort, ou, soyons honnêtes, peut coûter très cher à celui qui détient la chose, eh bien, on va commencer à être très rigoureux, en fait.
pour éviter que des erreurs ne surviennent. Généralement, on a une technique d'analyse de criticité qui a lieu en amont, donc au côté système, c'est pas encore du software, et on va dire, ben voilà, j'ai deux partitions de microcontrôleurs, et chacun est responsable de quelque chose. Il y en a une qui va actionner les freins, il y a l'autre qui va actionner le mouvement. Alors forcément, si le mouvement s'arrête, on ne bouge plus. Mais si les freins s'enclenchent, on ne bouge plus non plus. Et alors en faisant ça, comme ça s'appelle... bon, c'est pas vraiment de la redondance, mais c'est comme de la redondance. Et en fait, ce qu'on va faire avec ça, c'est qu'on va baisser le niveau de criticité de chaque partition. Et en faisant ça, c'est de l'architecture système. À ce moment-là, on arrive à la définition d'un niveau de criticité pour un logiciel. Alors là, entre en jeu des normes, des standards. Et ça, c'est essentiel en safety critical, c'est que tout est standardisé, puisque un client n'a pas confiance dans un constructeur. On veut toujours des assurances indépendantes. Et alors là, on va dire, ben voilà, ce logiciel-là, il nécessite du planning, il nécessite du développement et de la vérification à un niveau, je vais dire, 8 sur 10, parce qu'il est assez critique. Par contre, là, cet autre objet, il nécessite 2 sur 10 parce que c'est le infotainment que vous avez dans l'avion. On s'en fout si ça plante, quoi. Au pire, ça vous aveugle un peu, ça fait une lumière blanche. Ah, par contre, une lumière blanche, quand je vous parlais de la tête haute qui va aveugler le pilote, ça, c'est plus critique. Donc là, on va peut-être être à un niveau 6 sur 10. Donc en fonction de ça, c'est super important, on va vraiment diviser le système, les fonctions du système, et les allouer à des partitions développées avec le software, avec des niveaux différents. La différence, et finalement la clé là derrière, ce qui va driver toutes nos décisions et toutes nos activités, c'est qu'on doit donner des preuves. Donc vous allez voir plus tard, c'est super important pour nous de prouver. Parce que souvent, un développeur, il va faire des tests, il va faire des tests unitaires, vous faites probablement vous-même quelques petits tests, vous le savez. Mais par contre, quand on vous demande, mais prouvez-moi que le truc marche, c'est en fait pas si facile de prouver que votre logiciel ne contient pas d'erreur. Et donc il y a des méthodologies établies dans l'industrie qui servent à prouver cela. Alors, je disais que le software, il va fail d'une façon un peu spéciale. Donc je dis fail, le mot m'échappe en français, il va... justement, c'est difficile à dire parce qu'il ne casse pas. Il ne casse pas le software. Il fait ce qu'on lui a dit de faire. Tout programme va toujours, sauf si vous avez le fameux rayon cosmique, ça en aéro, on en est friand, mais à part le rayon cosmique qu'on veut toujours éviter, et encore maintenant on a des architectures processeurs qui vont vous éviter ça, le software ne va pas tomber en panne, il ne va pas casser. Alors que la méca, les gars, ils ont la vie facile. Hein. Ils doublent les tolérances, donc ils vous mettent une barre un petit peu plus épaisse, et c'est bon, ça passe. Ils sont dans leur tolérance. Mais le software, ça passe pas. Le software, il contient des erreurs. Et ça, c'est critique. Ça, c'est capital à comprendre. Le software, il contient des erreurs introduites par l'humain ou que l'humain a oublié de spécifier. Donc, si vous programmez votre logiciel, que votre driver, ou je veux dire votre service, il doit lire tous les 10 millisecondes, mais que vous avez une boucle infinie quelque part, ben la boucle infinie, c'est vous qui l'avez introduite. C'est pas tout seul que ça arrive. Et donc c'est ça qu'on essaye d'éviter. Alors, pour éviter de faire des erreurs, on est obligé de définir à l'avance ce qu'on veut qu'il se passe avec le logiciel. Donc on est obligé de définir on veut que le logiciel se comporte de telle façon. Et ce, avec toutes les possibilités de stimulation que le logiciel va recevoir. Donc, si vous avez un joystick et que vous définissez ce qui se passe dans toutes les directions, mais que si on arrache le joystick, vous n'avez pas dit ce qui se passe, il va y avoir un problème. Parce qu'un jour, on va arracher le joystick. Et là, vous êtes dans ce qui s'appelle un comportement non défini. Et c'est là qu'on a des erreurs. Parce qu'en fait, avec du bon sens, on veut probablement que l'appareil s'éteint de façon safe. Et donc c'est ça qui est capital, c'est qu'on a une méthodologie qui va éviter qu'on introduise des erreurs
jusqu'à un niveau acceptable. Et ce niveau acceptable, c'est ce que je vous disais, ça dépend de la criticité en fait. Puisque plus on va forcer les vérifications et l'effort, plus ça va coûter cher. Alors, il y a vraiment beaucoup à dire là-dessus, c'est juste une introduction. Quand vous avez des softwares très complexes, ça devient vraiment mathématique à ce moment-là, parce que vous avez une complexité telle que chaque branchement, si vous avez un if ici, et que vous avez du code à l'intérieur, vous avez une branche toute droite comme ça, et puis vous avez un écart et vous revenez à la branche principale. Par contre, si à l'intérieur je mets un autre, et puis je mets un else, là tout de suite, l'arbre, vous voyez, il va commencer à se complexifier. On va rentrer en profondeur dans plus de possibilités. Et si ça c'est A, et ça c'est B, ou pire, ça c'est A, ou C, et ça c'est B, là votre table de vérité, très vite elle va exploser en fait. Et donc c'est ça qui est capital, c'est qu'on essaye de contrôler ça, parce qu'une fois que vous rentrez dans des logiciels complexes, vous devez commencer à appliquer des techniques de vérification qui sont excessivement chères. Il y a de la vérification formelle, ça existe, c'est quelque chose qu'on travaille à la FN, mais c'est un doctorant qui travaille, c'est un assistant de l'université, c'est des très petites équipes et on essaye de voir si c'est applicable dans l'industrie, parce que c'est pas évident à faire sur un logiciel dans la vraie vie, en fait. Et donc nous, ce qu'on essaye de faire, généralement, c'est de faire des choses simples. Pourquoi ? Parce qu'avec des choses simples, si j'ai peu de branches, eh ben, je peux donner confiance que je maîtrise cette complexité. Et je suis en contrôle de cette complexité. D'accord ? Et comme je le disais tantôt, ce qui est super important, c'est que je dois prouver que je suis en contrôle. Et je vais y revenir après. Alors, ça, c'est une aparté. C'est une petite parenthèse. C'est une petite parenthèse, finalement, pour vous parler du fait qu'on nous attend au tournant, entre guillemets, et qui est assez spécifique au monde du transport, effectivement, mais qui est assez spécifique à des industries safety critical. Donc, en fait, il existe des organes de certification. Par exemple, si vous êtes très bon en réseau et que vous avez la certification Cisco, CCEP ou quoi, et ben vous savez, n'importe qui va faire confiance à ça. Et ben c'est la même chose dans l'industrie. On a des organes de certification qui vont nous certifier. Et donc nous, on doit répondre à ça. Alors, on a des certifications militaires, des certifications qui vont, c'est les standards en fait, qui vont nous dire, vous êtes obligé de faire une activité de vérification. Et vous êtes obligé de faire telle activité, et vous devez le démontrer. Et puis on a des certifications civiles, aéronautiques, c'est des choses qui vont, qui sont assez complexes, je n'irai évidemment pas dans le détail maintenant, mais qui vont nous demander un certain nombre de preuves en fait. Alors ça c'est assez important parce que je ne sais pas si vous vous rappelez il y a quelques mois Boeing, ce qui s'est passé. Quelqu'un se rappelle ? C'est le 737 MAX qui avait un problème avec l'altitude oui. Au moment de l'atterrissage. Voilà. C'est un système de correction du vol en altitude et qui réagissait par rapport à un input. Et en fait, bon, je crois que c'était une histoire d'intégration, donc l'erreur devenait de pire en pire et faisait que l'avion se crashait. Mais en fait, ce qui a été mis en cause là, c'est que l'organe de certification DO178C, qui est l'organe l'organe qui certifie la norme DO178C, qui est la FAA, ED12C, c'est ce qu'on dit en Europe pour la EASA, ce sont les organes de certification aéronautique civile. Et ben, ces gars-là qui sont censés de façon indépendante vérifier que les process sont suivis et qu'on fait bien toutes les activités, mais en fait, ils étaient à l'intérieur de Boeing, à l'intérieur de leur société, tellement ils étaient là tout le temps et souvent. Et donc forcément, comme on se connaît entre collègues, voilà, il y a beaucoup d'articles qui sont parus dans la presse, comme quoi ça ne se serait pas passé de façon si indépendante que ça. Et donc, vous voyez, c'est capital, parce que là, il y a des vies humaines en jeu. Et c'est vraiment hallucinant que quand vous êtes devant votre if-else,
quand vous êtes devant votre choix, si vous allez typer ça avec un uint16 ou avec un int32 ou 64, ben potentiellement derrière il y a des implications énormes. Parce que, pour reprendre le cas qui me concerne, la station téléopérée, c'est des centaines de kilos. Si un opérateur ouvre une porte du char et qu'il a le canon qui lui arrive dans la figure, ça va mal se passer, quoi. Donc il y a vraiment un besoin là d'être conscient qu'on n'est pas sur une machine, sur un distributeur de Coca-Cola, quoi. C'est vraiment une autre conception du software à la base. Et cet exemple-là vous le montre. Avec Boeing, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu un certain défaut dans le contrôle indépendant du software, là. Alors, est-ce que jusque-là, il y a des questions? Parce que là, je vais vous expliquer un petit peu comment on a le lifecycle software. Est-ce que le rythme de la présentation est bon? Est-ce que vous voulez que j'insiste plus sur des côtés techniques? Je regarde de ce côté-là, je ne sais pas. Ça va? N'hésitez pas s'il y a des choses dans les slides que je ne dis pas à l'oral. Moi, je ne regarde pas trop mes slides, en fait, parce que j'ai plus ou moins connaissance de ce qu'il y a dedans, mais parfois je vais oublier des trucs intéressants, ou n'hésitez pas aussi si vous avez juste des questions. Là-bas, vous voyez bien les slides? Je suis pas devant, un petit peu quand même. Non? D'accord, ok. Alors, je vous ai dit un truc. C'est, ce qui est super important, c'est, en safety critical, c'est de ne pas introduire d'erreur. Et si tu ne veux pas introduire d'erreur, tu as intérêt à dire ce que tu considères ne pas être une erreur. Ok? Donc, pour faire ça, il faut se mettre d'accord sur une façon d'exprimer ça, sur une façon de dire « j'aimerais que le software fasse ceci », sur une méthodologie pour le faire, qu'on se comprenne tous. Alors, nous, on a un saying dans le bureau, je ne sais pas si je l'ai noté, c'est... alors, je ne sais pas si je l'ai dans mes notes. C'est say what you will do what you said you would do, and prove it. Donc, dis-moi ce que tu vas faire, fais ce que tu as dit que tu allais faire, et prouve-le. Et ça, en une phrase, c'est le safety critical. En une phrase. C'est vraiment ça. Alors, comment faire? Vous voyez, ici, il y a une série de descriptions. Bon, ça, c'est pas très important. C'est vraiment juste des différentes formulations d'un concept. Le concept de requirement, le concept de requis. Vous le rencontrez tous les jours quand vous avez des exercices à l'école, n'importe. On vous dit, faites ceci, faites cela. Mais parfois, il y a des ambiguïtés. Je dois faire quoi exactement, là, dans tel cas? C'est pas complet. Ou bien, là, ce que tu m'as demandé, c'est pas atomique. Donc, c'est-à-dire que tu m'as demandé de faire deux choses dans la même question. Donc, et je fais quoi avant quoi exactement? Voilà, ça c'est le genre de questionnement qu'on essaye d'éviter en faisant des requirements. Alors, le système que je vous disais tantôt, il est là. Ça c'est le client, ça. Le client c'est le bleu. Le client il va dire, moi je veux une station qui tire, dans mon cas. Ou je veux une voiture dont l'ABS me protège de rentrer dans un mur quand je freine. Alors là, ici, on a un premier niveau de requis, c'est le système. Et le système chez nous, à la FN. Et lui, il va répondre au cahier des charges client. En expliquant comment il va implémenter ce que le client demande. Mais en même temps, il va dire aux métiers, aux équipements, ce qu'ils doivent faire. Et ça, c'est un peu l'équilibre dans les requirements. En fait, on va avoir ça à chaque niveau de décomposition. On va avoir ça au niveau du software, où on va dire, ok, mais qu'est-ce qu'il veut le système? Ah d'accord, vous voulez avoir un software qui répond en moins de 10 millisecondes. Ok, donc on va faire ça de cette façon-ci. Et là, on donne des instructions à la couche inférieure. La couche inférieure, je vous expliquerai après, c'est du design détaillé là. Là, on rentre dans les libs, les composants. Est-ce que je choisis systemd? Est-ce que je choisis Wayland, init, qt? Voilà, ça devient du détail. Et là, vous prenez SQLite par exemple, c'est un petit truc connu qui est utilisé notamment aussi en safety critical parce qu'il est vraiment très robuste. Il y a des requirements aussi là-dessus. Vous pouvez tout simplement faire du doxygène. Vous connaissez le doxygène, la documentation de code.
Non? Mais regardez une fois d'Oxygène sur Google et voyez un peu ce que c'est. C'est une façon de documenter des fonctions C ou C++ ou Java ou quoi. Enfin non, pas Java, plutôt C, C++. C'est le Javadoc en Java. Vous verrez, ça c'est une façon d'annoter des fonctions d'un API de programmation. Et bien ça, c'est comme des requirements en fait. Et enfin, le code, il est là tout en bas. Ou même le code machine en fait. Le code machine, ben en fait, qu'est-ce que c'est? C'est une réponse à la couche supérieure. C'est la même chose. C'est qu'il va répondre à la couche supérieure, au requirement, au dernier requirement, pour dire, ben, moi, j'implémente ton besoin en mettant un if. Et ça, c'est super important. Parce que vous allez voir, les consignes comme il ne faut pas descendre en dessous d'une certaine altitude avec l'avion, ben, ils vont être marqués dans les cahiers des charges en fait. Donc en haut, on va nous dire attention, il ne faut pas descendre en dessous d'une certaine altitude avec une certaine accélération. Et tous les requirements à la couche inférieure qui vont participer à ce comportement, et en fait, ils vont être marqués d'une annotation safety. Attention, ce truc-là, il joue un rôle dans la safety. Il joue un rôle dans le fait qu'on ne veuille pas avoir ce truc, cet événement redouté qui est avoir une certaine accélération quand on est en chute. Et ça jusqu'au code. Donc du haut vers le bas, du cahier des charges client jusqu'au code, jusqu'à la ligne de code parfois, suivant si vous êtes dans des calculateurs de vol ou pas, vous avez de la traçabilité. Et c'est capital, parce que sans traçabilité, nous, on sait rien garantir en fait. C'est notre façon de prouver. Vous vous rappelez ce que je vous disais, c'est donner confiance, être en contrôle et le prouver. Mais pour le prouver, en fait, on va tracer que chaque ligne de code, chaque branchement, en fait, il répond à quel requirement, il répond à quel besoin client. Donc ça, c'est super important. Ça, c'est vraiment la base et c'est ce qui distingue le safety critical de toutes les autres industries. On est les seuls à devoir prouver à ce point-là la ligne directe vers le code qui vient depuis le besoin système. Alors, comment on fait le software maintenant? Là, c'est un vocabulaire très clairement DO que je vais utiliser. Donc, le vocabulaire que je vais utiliser là, c'est un vocabulaire que j'ai, pour les besoins de cette présentation, que j'ai emprunté du monde aéronautique. Vous allez voir, enfin, vous verrez si vous vous intéressez à ça. Dans d'autres industries, on appelle ça un peu autrement, parfois. Hein. En automobile, ils vont avoir d'autres termes, en ferroviaire aussi. En ferroviaire, notamment, ils vont faire des choses qui sont parfois plus dans de la modélisation plutôt que du codage. Ça donne certaines garanties. Nous aussi, on fait de la modélisation, mais différemment qu'eux, donc on ne peut pas aller dans les détails. Mais en gros, il y a un life cycle qui est défini et qui définit ce qu'on appelle des process. C'est juste une façon de dire, c'est des morceaux, des groupes d'activités en fait. Alors il y a les process directs, les process de développement. Essentiellement, c'est ce que je vous ai dit là, avant. Ça, c'est ce dont j'ai déjà parlé. C'est du requirements, donc savoir qu'est-ce qu'on veut faire. C'est du design, savoir comment on va le faire. Et puis c'est du codage, c'est le faire, quoi. Et avec ça, vous avez un logiciel. En fait, techniquement, juste avec ça, vous avez un logiciel. Mais bon, vous faites généralement un petit peu de design sans le savoir si vous allez directement coder. Donc autant le formaliser correctement. Et puis vous faites généralement de la requirements capture, la capture de requis, de besoins, même quand vous êtes juste en train de coder sans spécification. Vous vous posez quand même la question, mais qu'est-ce qu'il doit faire mon logiciel, quoi? Et donc ça, c'est les trois process directs, les trois process de développement. Bon, il y a des process intégraux, ça c'est plus à côté. Donc on va avoir un process de vérification. On va vérifier que dans les exécutions de ces activités, on n'a pas introduit d'erreur. On va avoir de la gestion de configuration. Donc ça, c'est utiliser SVN, Git, SVN. Il y a d'autres systèmes, mais je pense qu'ils sont moins utilisés de nos jours. Ou tout simplement, vous traquez des versions de vos documents. C'est de la gestion de configuration aussi. C'est pas s'y perdre en fait. Parce qu'on risque d'introduire des erreurs si on ne le fait pas. On risque de dire « Ah ouais, ça j'ai fait, pas de problème, je l'ai patché, je l'ai testé. » Mais en fait, la version qu'on a testée, c'était le binaire qu'on a compilé avec une ancienne version du code.
Et ça, c'est parce qu'on a de la mauvaise gestion de configuration, donc c'est très important dans notre métier aussi. L'assurance qualité. Je l'ai mise, c'est les gars qu'on n'aime pas trop. Non, c'est pas vrai. C'est juste que c'est les gars qui viennent parfois nous embêter. Parce qu'ils viennent dire, ah les gars, là, vous n'avez pas utilisé, justement, vous n'avez pas été rigoureux. Et c'est super important parce qu'en fait, vous pouvez faire un logiciel certifiable avec 3 personnes. 3 personnes, vous pouvez coder un calculateur d'avion au niveau de criticité le plus élevé. Le truc le plus critique. Parce qu'il vous faut 2 développeurs, puisqu'il y en a un qui va coder et un qui va vérifier ce que l'autre a codé. Donc là, vous avez besoin d'indépendance au niveau du développement et de la vérification. Il faut toujours que ce soit des personnes indépendantes. Et puis, il vous faut un ingénieur qualité, toujours, qui est organisationnellement indépendant. Et c'est tout. Avec ça, vous pouvez développer n'importe quel logiciel au monde, en théorie, parce que vous allez galérer probablement avec un logiciel qui fait plus de 400 lignes. Et voilà, la petite aparté, c'est que, bah oui, pour tout ça, finalement, les seules choses nécessaires, tant que je dis qu'il faut seulement 3 personnes, voilà, c'est des requis système, c'est un input, c'est ce que je vous disais, on ne peut pas commencer à travailler si on n'a pas des requirements clairs sur ce qu'il faut faire. Et puis c'est des standards. C'est pour savoir comment on va le faire, qu'est-ce qu'on va utiliser comme règle, en fait, pour faire notre travail, quoi. À quoi on va se fier comme règle de bonne pratique, si vous voulez. Donc ça, je l'ai déjà dit. C'est juste un résumé graphique de ce que j'ai dit. Donc si vous n'avez pas écouté, c'est l'occasion de vous rattraper. Il y a des specs système en entrée, une analyse. Celle-ci va vous donner des besoins, mais aussi des contraintes. Ça, c'est le travail de Requirements Capture. Je suis sûr que parmi vous, il y en a qui sont super forts là-dedans. Ils voient un truc, ils voient un problème, tout de suite, ils vont dire « Ouais, donc, il faut ça, donc ça va être comme ça. Je vois comment c'est fait. » Et il y a des gens, naturellement, ils sont bons là-dedans. Et plus tard, dans le métier, ils vont prendre des rôles qui vont tendre vers l'écriture et la capture de requis. Ces requis-là, je vous dis, ils sont tracés vers le haut. C'est cette phase-là, et uniquement cette phase-là, et c'est super important, parce que sinon, vous allez rater des choses, parce qu'il y a la traçabilité là. Donc c'est cette phase-là qui va dire ce que le logiciel doit faire. Et si là, vous n'avez pas dit un truc, ça va causer plein de problèmes en bas. Ça va causer plein de problèmes dans l'implémentation. Parce qu'on va avoir des développeurs qui vont vouloir implémenter du comportement qu'ils pensent utile. Bah oui, parce qu'il y a des trous en haut. Et puis on a des tests qui vont être inexistants sur le logiciel parce que forcément, on n'a pas dit ce qu'on veut. Donc on a testé par rapport à ce qu'on a dit ce qu'on voulait. Mais si on n'a pas dit qu'on veut un comportement pour éviter le crash en altitude dans cette situation-là, personne ne va le tester. Et si on ne le teste pas, ça passe dans le produit. Donc pour éviter qu'on n'ait rien oublié, l'activité de vérification par review, elle va vérifier ça. Elle va vérifier la traçabilité, elle va vérifier les requis. Est-ce qu'on a bien tout pris en compte? Et puis vient la phase de design. Alors là, c'est d'autres personnes généralement qui vont s'y atteler. C'est pas les premières qui savent capter ce qu'il faut, c'est les autres. C'est ceux qui ont une vision très conceptuelle du logiciel, qui connaissent toutes les technologies, qui connaissent le state of the art, qui connaissent par cœur le kernel, qui ont beaucoup d'expérience souvent sur les produits passés. Et eux, ils vont faire un plan, donc un grand plan, avec plein de boîtes, plein de boîtes. Et ils vont dire, voilà, il y a ça qui parle à ça, il y a ça qui est schedulé dans un container à part, parce que si ça est écrit en mémoire dans un mauvais endroit, on ne veut pas que ça corrompe tel autre truc. Voilà, ça c'est le design, ça c'est le process le plus fun à mon avis. Même parce que moi, je suis plutôt moi, j'aime bien ce côté-là du software. C'est là qu'on va décider et qu'on va définir le comportement de chaque composant. Donc on va dire, mon logiciel, je vais avoir un driver, et puis je vais avoir là un conteneur qui va isoler spatio-temporellement mon truc,
Là, j'ai ma fonction. Là, j'ai un IPC. Donc ça, c'est un IPC, c'est communication entre les process. Et je vais, tous les 10 millisecondes, je vais activer ce truc-là. Et tous les 10 millisecondes, il va regarder s'il y a quelque chose. Pourquoi? Parce que c'est un truc qui interprète des boutons, par exemple. Et 10 millisecondes pour un bouton, c'est assez, quoi. Et c'est toutes ces questions-là qu'on pose là. Et chaque boîte que je vais dessiner là, c'est un composant qui va être qualifié. On va dire, ce composant-là, il doit faire ça. C'est un document qu'on va ranger, qu'on va tracer et que la qualité va approuver. Ce composant-là, c'est un autre document, on va écrire les requis. Ce driver-là, il doit faire ça, il doit faire ci, il doit faire cela, il doit faire cela. Et vous, en tant que développeur, vous allez tous devoir faire ça. Hein. Peut-être pas avec une rigueur comme ça, mais peu importe dans quel secteur vous êtes, vous allez vous poser la question, ce composant, il fait quoi? Et vous allez le noter quelque part, sinon vous allez oublier. Et votre collègue, il ne va pas le savoir non plus. Et ben, dans le safety critical, ce qui est d'une certaine... Moi, je trouve ça assez élégant, c'est assez beau, c'est qu'on essaye de rien oublier. On essaye de tout documenter. On essaye de ne pas avoir de post-it, pas avoir de... Ah, ça, il faut le savoir. On essaye de tout noter et d'être rigoureux et de dire, voilà, ce driver-là, exhaustivement, complètement, qu'est-ce qu'il doit faire? Ça, c'est les requis de bas niveau. Donc ça, ce sont nos requis software de haut niveau, les high level requirements. Ça, c'est les low level requirements, les requis de bas niveau. Et il y a de la traçabilité. Et si on se rend compte qu'il y a un high level requirement qui n'est pas correctement tracé vers le bas, c'est qu'on a peut-être oublié un truc. Et puis là, si ici, on a des low-level requirements, donc sur des composants qui font des trucs qui ne sont pas traçables à quelque chose qu'on veut faire dans le software, là on a un problème. Parce que ça veut dire que notre software il fait trop. Et ça c'est super bizarre pour rentrer dans la tête des gens parfois. Dans notre industrie, on va préférer copier-coller un composant, le couper en deux, jeter la moitié à la poubelle, pour embarquer dans l'avion uniquement la partie dont on a besoin. Et c'est très 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 contre-intuitif quand on vous apprend à l'école de faire générique, de faire des API réutilisables et des choses comme ça. Mais j'y reviendrai. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'on est obligé de designer exactement, uniquement ce qui est là. On va réutiliser du code. Mais quand on le fait, donc quand on a une traçabilité absente, quand on n'a pas de fonction associée à un composant, parce qu'on reprend le composant d'un ancien projet par exemple, ah ben à ce moment-là on va dire ok, ça c'est du comportement qu'on appelle dérivé, et ce composant-là, on doit justifier par un document exprès qu'on a fait plein de tests dessus et qu'il est correctement désactivé quand il sera en vol. Ça c'est un gros boulot qui coûte très cher. Et enfin, voilà, ça c'est la partie la plus fun pour la plupart des personnes, c'est coder, quoi. Et là, on a la fameuse traçabilité vers le code, entre les requis et le code. C'est assez direct. Parce que là, vous avez réfléchi à tout, quoi. Et c'est ça qui est magnifique. C'est que si vous me demandez mon avis, faire un software, c'est pas ça. Ça, c'est coder. Ça, c'est faire un software pour moi. Et ça... Bon, après, j'exagère. J'adore les discussions techniques sur le code. J'adore décider si on fait un même move pour initialiser un truc ou si on va faire ça comme ça. Et j'adore ces discussions-là et c'est vraiment fun. Mais d'un point de vue safety critical, c'est là que ça se joue. J'ai même ajouté un truc là, code generation. Est-ce que quelqu'un sait ce que je veux dire par là? Est-ce que quelqu'un voit pourquoi je parle de génération de code? Vous avez déjà entendu parler de ça? En fait, on essaye de coder le moins possible. On dépense des centaines de milliers d'euros pour acheter des outils pour ne pas coder. Et ça, il y a des développeurs, ils sont venus me voir, ils ont dit mais moi je vais démissionner quoi. Je suis développeur, je suis là pour coder. Et au début, quand on a commencé avec ça, c'était un changement culturel, mais fondamental quoi. On essaye d'empêcher que les développeurs codent. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors qu'on vous a appris toute votre vie à coder. À comment coder. Mais en fait, ça, c'est ce qu'on fait en aéro, c'est ce qu'on fait dans le rail, beaucoup, de plus en plus. On va faire des modélisations. Donc on a Monsieur Sajo, je crois, qui va vous donner un cours
d'UML, de 6ML. C'est plus moi, c'est Madame Serini maintenant. C'est plus vous, c'est Madame Serini. Voilà, Madame Serini va vous donner un cours de UML. Et vous avez des boîtes. Vous avez des boîtes partout. Et ça vous emmerde ce cours parce que ça veut rien dire, c'est abstrait, moi je m'en fous, je veux coder. Mais non, c'est super important. Parce que toutes ces phases-là, tout ça qui a coûté 70% normalement du software, déjà, ouais, non, ouais, j'exagère, 50% de l'effort de développement. Mais c'est ça, c'est ce cours-là, hein, c'est ce cours-là. Donc c'est un tout petit cours, mais c'est vraiment capital. Parce que là, vous allez définir des dessins, en fait. Donc on a... oui, vous connaissez LabVIEW? Je sais pas si... Non? LabVIEW, c'est pas en première? Ok. Peut-être que vous allez voir dans les cours microprocesseurs, il me semble, LabVIEW. Vous pouvez googler ça, c'est... Non? C'est faux? Ah, je pensais que tu me disais non, c'est faux. Donc, en fait, c'est un logiciel de modélisation. C'est un truc MATLAB. Vous connaissez MATLAB? Ouais, MATLAB, ça vous parle plus. Non? En gros, c'est un logiciel dans lequel vous avez des dessins. D'accord? Vous avez une porte logique. Quelqu'un sait ce que c'est, ça? Qui sait ce que c'est, ça? C'est quoi? Porte E, voilà. Ça, c'est une porte E. Alors, si je te fais ça, ouais, donc comme ça, on va dire. Je vois rien, il n'y a pas de lumière. Donc ça, c'est un plus. Ah non, il n'y a pas de lumière, pardon. Non. Oups. Là, c'est un plus avec 3 entrées et une sortie. Donc ça, en fait, ça, c'est un symbole qui va additionner un 2, un 1 et un 2, d'accord? Et qui va me sortir un 5. C'est un symbole, c'est graphique. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir un dessin, en fait. Un dessin avec des câbles. Et ça ressemble à de l'électronique. Et là, les développeurs, ils en ont marre parce qu'ils se disent, mais on n'est pas électroniciens, on est codeurs, nous. Mais en fait, avec des choses comme ça, avec des briques de base, on fait du comportement graphique et on génère du code. Alors ça paraît super farfelu, mais c'est avec ça qu'on fait des calculateurs de vol. Une question? C'est à peu près la même chose que TIA Portal pour les industriels. Ah, je connais pas. Désolé. Comment tu dis? TIA? TIA Portal, Siemens TIA Portal. Oui, Siemens, oui, c'est un peu comme en automation, il y a des choses graphiques comme ça. Voilà, c'est ça. En fait, ce qui se passe dans les langages en automation, c'est ça aussi, c'est des éléments graphiques qu'on colle ensemble. Et derrière, en fait, c'est du code qui est généré, c'est du code machine à la fin. Mais c'est la même chose, sauf que nous, on génère du code C. On a vu si le fond, je pense que dans les autres sections, Ouais, mais en fait, voilà, c'est un détail, mais ça montre que notre focus, il est sur éviter les bugs. Et introduire une erreur quand on code, ça c'est vite arrivé. Donc on essaye d'éviter ça parce que c'est inutile, quoi. On peut l'éviter. Et voilà, après on a la phase d'intégration, le process d'intégration. Et là, je clôture donc avec ça le life cycle du software. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Ça, généralement, en pratique, ça se fait en même temps. Hein. Ici, j'ai fait des flèches, mais ce n'est pas séquentiel dans le temps, hein, tout ça. Donc, vous allez avoir, dès le début du projet, des gens qui vont coder des petits trucs pour vérifier des choses. Et puis, ils vont ajouter au design. C'est pour ça qu'il y a du feedback, en fait. Donc, c'est un ordre logique de dépendance, mais pas de séquencement dans le temps. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Est-ce que vous n'avez pas compris ce que j'ai dit? Je sais que je suis un peu parti dans tous les sens là avec la génération de code, je m'excuse, je vais essayer d'éviter. C'est du détail. Mais ce que je voulais vous montrer par là, c'est cette division des process en fait. C'est qu'on sépare bien les types d'activités pour les maîtriser.
pour être en contrôle de ce qu'on fait. Et pour pas qu'on ajoute une ligne de code là qui ne corresponde à rien, en fait. Sinon, on introduit des erreurs. Alors, j'en ai parlé brièvement. Je pourrais parler de ça. Ce slide, j'ai un seul slide là-dessus. Vous pouvez en parler une semaine si vous voulez. On fait un cours une semaine là-dessus. Sans déconner, il y a des gens qui consacrent leur vie à ça. C'est des gens chez Airbus, chez Thales, chez Dassault, chez BMW, à Göteborg en Suède. Je connais d'ailleurs un ancien de l'Impresse qui a lancé sa boîte de C++ à Göteborg, qui travaille pour Porsche, qui travaille pour Rolls-Royce, pour toutes les grosses sociétés de voitures, et qui, franchement, la moitié du budget d'un projet software safety critical, c'est de la vérif, en termes de budget, quoi. Pourquoi? Parce que chaque activité là, chaque output, chaque process, ici, il y a des outputs, il y a des artefacts, il y a des données qui sont créées. C'est du code source, c'est des documents, c'est des requis, c'est des diagrammes, il y a plein de choses. Chaque ligne de chaque output doit être vérifiée, doit être reviewée. Vous voyez, il y a 3 techniques de vérification dans notre monde. La review, je suis où là? La review. La review, c'est le truc qu'on fait tout le temps. Alors, si vous n'aimez pas lire le code de votre voisin, il va falloir vous y habituer. Hein. Parce que ça, la peer review, il n'y a rien de mieux que pour assurer la qualité dans un logiciel. Donc, si vous faites des travaux de groupe, moi, je vous conseille, faites chacun de votre côté et vous le donnez à l'autre. Et vous faites relire. Mais après, évidemment, ne le faites pas ensemble, ça ne sert à rien sinon. Mais après, vous le faites relire à l'autre et comme ça, il va vous trouver les erreurs. Il va vous trouver des trucs, il va vous poser des questions et vous allez améliorer votre truc. Et comme ça, vous allez faire un super logiciel à la fin. Et ça, c'est vrai pour tout. Je vous ai dit qu'il y avait un processus de planification au début. J'en ai pas beaucoup parlé en fait, je l'ai juste écrit. Mais les plans sont relus, les requis sont relus, les instructions sur comment faire un requis sont relues, les instructions sur comment vérifier un requis sont relues, les tests sont relus, les résultats de tests sont relus, les analyses sur les résultats, sur les lectures de tests sont relues. Enfin, ça continue comme ça pour tout, quoi. Alors ça semble rébarbatif comme ça, mais après, on a des outils pour nous aider. Hein. Donc on développe des scripts, on utilise des outils de l'industrie qui sont qualifiés pour nous éviter les activités de review. Quelqu'un sait ce que c'est l'analyse statique? L'analyse statique, ça vous parle? L'analyse de code. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce que fait un... Ouais, allez, on va dire le préprocesseur. Vous voyez ce que c'est? Le préprocesseur, quand vous faites du C, c'est le morceau qui passe avant le compilateur, qui va parser, donc qui va lire votre fichier source. Il va lire les instructions. Et il va dire, oh, là, ça, c'est pas du C grand, ça, c'est autre chose. Je sais pas ce que c'est, moi je connais pas ça. Ou il va vous dire, hey, attends, là, tu es en train d'essayer de mettre une valeur, ou non, enfin le préprocesseur, c'est le compilateur qui va dire ça plutôt. C'est l'analyse lexicale du compilateur qui va analyser et qui va dire, là vous faites des choses qui, rien qu'en les lisant, ils sont faux. Là tu fais une erreur. Et le compilateur, il peut vous dire ça. Et ça, c'est une sorte d'analyse, d'outil qui va nous aider, nous, à éviter des activités de review, en fait. Donc on a des outils beaucoup plus avancés que ça, évidemment. On a des outils qui, par exemple, vont nous dire quand on essaye de faire de l'arithmétique de pointeurs. Donc, si vous n'aimez pas trop les pointeurs, en gros, c'est dangereux, parce que vous prenez un pointeur, c'est une adresse, d'accord? Là, cette instruction-là, elle a une adresse en mémoire. Mais si vous ajoutez 8 ou 4,
ou n'importe quoi à l'adresse de cette instruction, vous vous retrouvez ailleurs. Parce que le programme, quand il s'exécute, il est chargé en mémoire, il est chargé. Et donc chaque instruction est localisée à une adresse, chaque donnée est à une adresse. Et bien, ce qu'on fait souvent en programmation, c'est que dans une boucle, on va ajouter 1 à un pointeur. Donc on va incrémenter un pointeur. Ça, on n'aime pas trop en safety critical. Bon, incrémenter, c'est peut-être l'exception, mais on n'aime pas, dans le monde d'où je viens, safety critical, de faire de l'arithmétique sur les pointeurs. Pourquoi ? Parce que ça pose des problèmes de portabilité, ça pose des problèmes de compréhension du code. Parce que l'objectif n'est pas seulement de faire un code qui fonctionne de façon portable. L'objectif est d'éviter d'introduire des erreurs. Donc il y a les constructions du langage que nous, on va attraper comme ça. On va les attraper, on va dire ça c'est trop compliqué, on ne veut pas que tu fasses ça. Donc on ne fait pas d'arithmétique de pointeur. On ne fait pas de goto. Vous connaissez l'instruction goto en C ? Ok, on ne les fait pas. Alors c'est super utile les goto. C'est vraiment un chouette truc. Parce qu'en fait, si vous avez l'opportunité, je vous en prie, ça va sonner un peu bête, hein, ce que je vais dire. Mais ouvrez une fois le kernel Linux. Allez une fois voir dans le code source de Linux. Et allez voir comment sont gérées les erreurs. Bon, c'est peut-être un peu tôt, mais si vous voulez aller voir, même si vous n'avez pas un niveau de C très avancé, c'est pas grave, c'est super intéressant. Et il faut lire beaucoup de code. Et en fait, Linux, il utilise les goto pour gérer ses erreurs. Donc en fait, dès qu'il trouve une erreur, il va aller dans l'équivalent d'un gestionnaire d'erreurs. C'est comme une exception en C++ implémentée en C. Ça, nous, on évite. On dit non, voilà, ça a des avantages, mais on ne veut pas ça, parce qu'on veut se garantir que vous utilisez un subset du langage qui est safe et qui est facile à comprendre par tout le monde. Et donc, ça peut être frustrant parfois, parce qu'on va castrer le langage. On va castrer les façons de faire les choses, parce qu'on veut des choses simples. Et enfin, il y a les tests. Et là, je vous l'ai déjà dit, les tests, ça vérifie le Executable Object Code. Les tests, c'est capital. Et pour reprendre ce slide-ci, les tests, ça teste là. Les tests, ça rentre là. Ça vérifie que le EOB, là, le Executable Object Code, votre objet, votre logiciel, les tests vérifient que le logiciel, il fait ce qu'on dit ici. Il fait ce qu'on dit là. Rien d'autre. Si là, vous avez dit qu'il faut aller à gauche au lieu d'aller à droite, et qu'à gauche, il y a un mur, votre software, il va dire que le robot doit rentrer dans le mur. Et les tests, ils vont dire « Ouais, c'est bien, super, chouette !» Super. Le logiciel fait exactement ce qu'il faut. Sauf que c'est pas ça qu'il fallait faire. Mais ça, c'est le problème que votre requis n'était pas bon. Est-ce que vous avez des questions ? Dites-moi que vous avez une question. Est-ce que vous me suivez ? Parce que là, j'arrive plus ou moins à la fin de l'overview de ce que nous on appelle un life cycle de développement software. Il y a plein d'autres sujets, donc si vous me lancez sur un sujet, moi je peux vous expliquer plein de choses et je peux parler de plein de choses, mais je voulais pas mettre trop de contenu non plus, quoi. Est-ce que vous voyez... Est-ce que quelqu'un peut me dire... Est-ce que quelqu'un... en fait, j'ai un peu du mal à poser les questions parce que je ne suis pas toujours sûr du niveau de programmation que vous avez déjà. Est-ce que vous avez déjà lu, est-ce que vous avez déjà ouvert le standard C ? Vous avez des cours de C, juste ça, vous êtes depuis un moment déjà en train de travailler le C. Le standard ISO C99, qui l'a ouvert ? Qui a déjà ouvert le standard C ? Personne. Non, mais là, les gars, il va falloir, et les filles, pardon, demoiselles, tout le monde, il va falloir absolument aller regarder dans le standard C. Hein. Le standard, c'est un document. Le standard de Liège. Non, je rigole, c'est pas celui-là.
Voilà. Vous voyez là, ça c'est mon dossier de standard. Regardez un peu. Et ça, c'est celui que j'ai sur mon OneDrive parce que le service informatique m'a dit de faire de la place. J'en ai beaucoup plus encore sur mon disque dur. Ce sont toutes des choses que j'utilise dans mon quotidien parce que ce sont des références officielles. Vous devez apprendre à lire ça. Quand vous allez avoir des cours de Unix, n'utilisez pas uniquement les cours de l'école. Utilisez en plus, en complément, absolument, apprenez à les utiliser. Les standards POSIX, c'est MAN 3P. MAN-S 3P, je ne sais plus. Non, MAN 3P. Et là, vous allez tomber sur le MAN POSIX. Quelqu'un a déjà tapé MAN dans un Linux? Oui, levez la main, s'il vous plaît. Ok. Vous avez déjà tapé MAN dans un Linux? Ouvert un manuel, un man page Linux. Voilà. Ben, quand vous ferez ça, dans Linux, dans votre installation, dans votre distribution, vous pouvez installer des man page POSIX. C'est le manuel spécifique de POSIX. Vous allez voir, ça va vous monter votre niveau de développement, mais énormément si vous allez vous-même chercher ces informations-là. Alors le C99, pour revenir au sujet, ça c'est le standard C. C'est ce qui standardise le langage C. Quand vous avez un doute sur comment quelque chose va être dans votre programme, quand vous vous demandez, mais tiens, comment ça se comporte, qu'est-ce que c'est ce keyword, c'est quoi ça? Mais si jamais la réponse n'est pas dans les cours, elle sera là. Hein. Ça définit ce à quoi toute implémentation du langage doit être compliant. Alors oui, si l'anglais c'est pas votre truc, il va falloir que vous en fassiez votre truc. Parce que, je suis désolé de vous l'annoncer, l'anglais c'est la langue du développement informatique. Et tous les standards, ils sont en anglais. Alors c'est super intéressant. Vous avez... Regardez là. Vous êtes déjà demandé... B-Search, qu'est-ce que c'est? Qsort. Quelqu'un sait ce que c'est, Qsort? Non? C'est pour ordonner des choses, des nombres. C'est super utile. Bref, c'est un petit aparté. Ce que je veux dire par là, et je reviens au sujet, et si vous voulez, on peut faire une pause. Je ne sais pas si vous pensez faire une pause au milieu. Pourquoi je vous ai parlé de ça, du standard C et tout ça? Parce que pour moi, votre métier, plus tard, ce qu'on va attendre de votre part, c'est pas de savoir que if ça fait ça, et de for ça fait ça, et des choses comme ça. Hein. Ça, c'est juste assez pour avoir votre diplôme, mais c'est peut-être tout juste assez pour arriver à l'entretien. Mais ce qui va faire la différence par rapport à d'autres candidats, c'est votre compréhension du langage. C'est est-ce que vous comprenez ce qu'il y a derrière? Est-ce que vous êtes capable de lire un standard C99? Évidemment, personne au monde le retient. Enfin, si, peut-être quelques gourous geeks de l'autre côté de la planète, mais non, on ne retient pas ça. Mais par contre, il faut savoir le lire. Et vous voyez là ce que je vous ai mis comme image pour illustrer être un développeur. C'est un whiteboard, parce que ça, c'est notre outil de base. Donc en fait, notre environnement de travail, c'est autant l'ordinateur, c'est autant le keyboard que ça. Parce que tous les jours, je fais des dessins. Il n'y a pas un jour dans mon job, depuis 2012, que je dessine pas des choses sur un tableau. Tout le temps. Et donc, ça, c'est un truc qui s'entraîne. Commencez tout de suite, quoi. Commencez à vous renseigner sur les standards et commencez tout de suite, maintenant, à vous habituer à communiquer vos idées. Parce qu'être développeur, c'est pas le code. C'est développer un logiciel à la fin. Il ne faut pas perdre ça de vue. Et développer un logiciel, c'est pas tout seul. C'est avec une équipe. Et donc, si vous voulez travailler en équipe, il faut savoir communiquer ce que vous voulez dire, ce que vous voulez développer, les idées que vous avez dans la tête. Et ça fait toute la différence.
Ça, j'ai écrit un peu en vitesse. J'espère que j'ai rien oublié. J'ai sûrement oublié plein de choses. C'est un petit peu les trucs principaux. Je sais pas ce que vous en pensez, s'il y a des choses qui vous choquent. S'il y a des choses auxquelles vous vous attendiez pas à voir dans la liste. Si au contraire vous disiez ah ouais non moi en tant que développeur en choisissant des études de programmation je m'attendais à devoir passer des heures en meeting à expliquer les risques et le coût de développer quelque chose. Je m'attends à ce que quand je serai développeur, je vais devoir dire à quelqu'un, quand il va me poser la question, combien de temps je vais prendre pour développer quelque chose. Et c'est un truc qu'on ne se rend pas compte, mais en fait, vous allez apprendre à le faire déjà à l'école. On va vous demander de faire quelque chose pour une date, et vous allez dire, bon, j'ai le temps de glander dans le carré jusqu'à quand avant de devoir m'y mettre. Mais c'est ça en fait. Et si vous ratez votre coup, vous ratez votre cours. Non mais c'est ça. Mais ça, en fait, c'est un truc que vous allez devoir faire toute votre vie. Hein. Bon, pas la partie du carré, hein. Ça on en a marre vite, rapidement. Mais je parle de la partie de estimer le temps que va vous prendre un travail. Et il y a beaucoup de développeurs qui sont très mauvais à ça et qui ont beaucoup de frustration dans leur job à cause de ça, parce qu'ils n'y arrivent pas. Et ça s'apprend avec des années d'expérience. Mais ça fait partie du métier. Alors vous voyez que écrire du code, je l'ai écrit en tout petit. Enfin en plus petit que les autres, quoi. Parce qu'en fait, vous passez quelques heures par jour à écrire du code. Hein. Ou si vous avez de la chance, on vous laisse tranquille pendant une journée, et là, vous pouvez bosser. Ou de nos jours, on est en télétravail, alors parfois, on peut couper les alertes et on peut travailler un peu plus sur son code. Mais ce n'est qu'une partie du métier. Est-ce que vous avez des questions sur ce qui se cache derrière une des lignes? Parce que des fois, il y a des trucs que vous allez vous dire, mais c'est quoi, pourquoi il a mis ça? Ceux qui sont à distance peuvent réagir aussi. Hein. Ah oui, ceux qui sont à distance, coucou, je ne sais pas combien il y en a. 42. 42, waouh. Alors tout de suite, j'ai beaucoup plus de stress. Je ne m'attendais pas, heureusement que j'ai mis une chemise, je ne m'attendais pas à présenter devant tant de personnes. Donc bonjour tout le monde. Rebonjour, j'oubliais la caméra. Mais évidemment, n'hésitez pas à poser des questions. Une question qui revient parfois quand on a des entretiens, c'est « Ok, je suis développeur logiciel, mais est-ce que je vais jouer avec le système ?» Bon, nous, on fait des armes, donc on ne vous laisse pas vraiment jouer avec le système, mais par contre, effectivement, on va intégrer le logiciel sur le système. C'est-à-dire que si je fais un IHM, si je fais un menu dans lequel je vais sélectionner l'armement, si je fais un algorithme où je calibre la stabilisation de mon canon quand je suis en mouvement, je vais aller tester ça in the field. Et donc, en tant que développeur, vous allez avoir, suivant l'industrie où vous êtes, énormément de contacts avec des gens qui ne sont pas développeurs. Ça, c'est capital, parce qu'on ne parle pas à quelqu'un qui ne comprend pas ce que c'est la notion d'une instruction d'un programme, comme on parle avec son collègue. Et donc, encore une fois, la communication va être super importante, parce que quand vous êtes avec quelqu'un, un militaire dans mon cas, ou quelqu'un, un utilisateur de votre système qui va évaluer si le machin fonctionne, bah, vous allez lui parler dans des mots d'une abstraction qui fait référence à l'utilisation du système. Si vous testez une voiture, vous appuyez sur la pédale de frein pour tester l'ABS. Vous ne savez pas ce qui se passe derrière. Mais c'est ça que je veux dire, c'est que en tant que développeur dans un milieu safety critical embarqué, vous allez probablement être confronté à des contacts avec la réalité de l'implémentation de votre logiciel. Bon, alors ça c'est un petit slide juste pour attirer votre attention sur l'importance de comprendre le process. C'est un exemple, ça c'est pas moi qui l'ai fait, j'ai mis la source. En fait, vous savez, ça, c'est comme ça qu'on voit les choses en agile. On fait des user stories, on
on code, et puis on implémente, on vérifie, et on a des boucles, évidemment, qui sont prévues en agile, mais par contre, on n'a pas les mêmes activités. Donc ici, on va avoir des activités de safety, etc., qui sont cadrées. Et si en tant que développeur, en tant que programmeur, vous n'êtes pas conscient de votre position dans l'entreprise, votre position au niveau du processus de développement, vous allez rater des choses, vous allez introduire des erreurs. Et vous ne voulez pas être le gars responsable que le Boeing pique du nez quand il a une certaine attitude. Hein. Donc vous allez vouloir être au courant de votre position dans le process pour comprendre vos responsabilités. Et c'est ça qui personnellement me passionne. Moi j'adore ça. Moi j'adore devoir être au courant de ça et d'avoir cette rigueur qui me pousse et qui me dit il faut que je fasse attention parce que là, si je fais ça, je pense qu'il y a un risque safety. Donc je pense que je vais devoir déclarer un problème, une issue, une question auprès de l'analyse safety, auprès d'un autre département. Parce que c'est quelque chose qui est unique en fait. C'est unique dans ce qu'on fait nous. On dit souvent que les bugs, les erreurs dans le code, ils sont pas très chers, ils coûtent pas cher. Dans le sens, ça prend pas beaucoup d'heures à les corriger. Vous allez peut-être passer 3 jours à corriger un bug, mais vous allez le voir rapidement. Généralement. Si vous avez des bons tests. Bon. Ça fait une série d'hypothèses. Mais en gros, les bugs sont souvent moins problématiques, les problèmes de code, que les problèmes de spécification. C'est là où je voulais en venir. Quand vous avez des problèmes de spécification, vous pouvez défaire le travail de 2-3 ans qui a déjà été fait. C'est pour ça que c'est super important de se situer. Et en tant que développeur, en fait, c'est un truc... C'est pour ça que les cours de Madame Serini sont super importants. C'est pour ça que c'est super important d'écouter dans tous les cours. Parce que quand vous faites le logiciel, peu importe dans quel domaine il est, vous allez vous rattacher à des concepts, à des design patterns qui sont issus de tous les domaines. Ça, c'est un peu mon slide ici, en fait, où je voulais en parler. C'est que on dit souvent que si vous avez ajouté une fonctionnalité et que vous êtes fier parce que vous avez dans votre commit, donc c'est le patch, vous voyez que le chiffre qui vous donne les ajouts, il y a marqué plus 250. Et le chiffre qui vous dit les suppressions, il y en a moins 150. Donc vous êtes content parce que là, vous avez ajouté 100 lignes. Et vous avez ajouté votre feature. Mais le développeur qui arrive à ajouter la fonctionnalité, alors qu'il y a marqué plus 150, moins 145, celui qui a ajouté que 5 lignes, ben celui-là, il a réussi, quoi. Celui-là, en fin de journée, lui, il a vraiment réussi. Parce qu'il a ajouté 5 lignes au lieu de 100 lignes, et il a ajouté la même fonctionnalité au logiciel. Et ça, c'est un truc qu'il faut retenir, quoi. Et si je peux vous donner un truc de cette séance, vraiment, pour toute votre vie de développeur, c'est ce point-là, quoi. La simplicité. J'ai mis plein de phrases qui me sont passées par la tête, qui vont un petit peu dans le même sens. Mais c'est ça, en fait. Vous devez connaître, vous devez suivre dans tous les cours, vous devez connaître SGBD. Super bien. J'ai détesté SGBD quand j'étais à votre place, croyez-moi. C'était le cours que j'aimais le moins. Pourtant, qu'est-ce que c'est utile? C'est super utile de connaître les théories derrière un file system, les théories derrière des différentes organisations de la mémoire, les théories derrière les Java Beans, les délégués en C#, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, l'héritage C++, comment est-ce qu'il est différent, l'héritage C++, par rapport à l'héritage en C#. C'est la première. Ah ouais, pardon, excusez-moi. En fait, c'est très flou pour moi. En quelle année il y a quoi qui est arrivé? En première, c'est le C, en gros. C'est le C. Ok. Le C, mais il y a quel autre cours? C'est tout. SGBD quand même. SGBD, c'est cool. Pour les gestions. Ah oui, les gestions, évidemment, c'est un peu différent, ouais. Enfin, ils ont C, ils ont SGBD. Ouais. Ok, mais en algorithmique, par contre, ça, il y a, non, maths. Algo, ça commence juste après. Ça commence juste après. Ok, bon, c'est pour l'avenir, c'est pas grave.
Non, mais vous voyez où je veux en venir, quoi. Vous voyez où je veux en venir. En fait, quand on fait des choses simples, et ça c'est souvent un truc, c'est un petit peu comme quand on dit qu'on va enlever de la fonctionnalité pour être plus safe. C'est un peu contre-intuitif. Votre code ne sera pas meilleur, votre réflexion ne sera pas plus mature si vous faites des choses compliquées. Et les meilleurs développeurs sont les gars qui font les choses les plus simples. Et encore une fois, ici, là, s'il vous plaît, lisez du code. Lisez du code. Ça peut paraître bête, mais je suis sûr que 99% d'entre vous vont probablement pas le faire. Lisez du code avec lequel vous n'avez aucun rapport. En 2004, je crois, en 2005, il y a eu un leak sur Internet, vous pouvez le trouver sur Google, de Windows NT. Monsieur Sajo s'en rappelle. Ouvrez-le. Non, je ne vais pas vous dire ça. Si vous tombez dessus, par hasard, vous pouvez toujours jeter un coup d'œil. Avec une certaine maîtrise du C, vous allez voir. Mais en fait, il y a des parties mais super élégantes. Bon, il y a des parties moins élégantes. Mais regardez les commentaires. Mon Dieu, regardez les commentaires dans ce leak. Les mecs, ils mettent, sérieusement, ils mettent ça comme code. Ça, c'est le commentaire. C'est bourré de commentaires. Et le code est simple, des toutes petites fonctions, des tout petits trucs. C'est super beau. Lisez-le. Pareil pour le kernel Linux. Le jour où vous allez devoir, en deuxième année, probablement, je pense, devoir travailler un peu sur Linux, dans le cours Unix, si vous avez le courage, au lieu d'aller jouer à la PlayStation ou à Counter-Strike, je sais plus, moi c'est ce que je faisais, ou autre chose. Prenez le livre Linux from Scratch, si vous êtes motivé. Essayez, lancez-vous. C'est un livre qui vous explique comment démarrer un Linux de rien du tout, en fait. Donc comment démarrer avec un fichier source, vous prenez un compilateur, vous compilez le compilateur, et avec le compilateur que vous venez de compiler, vous allez compiler le reste du système, etc. C'est super, super formateur, parce que moi j'ai appris plein de choses ici à l'école. C'est une des meilleures écoles, franchement, sans déconner. On a beaucoup de candidats, c'est une très bonne école dans laquelle vous êtes. C'est une chance, mais l'école va vous amener à la porte, ou à travers la porte peut-être. Ah oui, parce que si vous réussissez bien ici, vous allez passer les portes pour être engagé, c'est sûr. Si vous réussissez bof, on verra. Mais ce qui va faire de vous des bons développeurs, c'est ce que vous allez investir vous, en plus. Et faites-le, quoi. Faites-le, parce que ça, 10 ans, 15 ans après, vous n'allez jamais le regretter. Maintenant, c'est rien du tout de faire 1 an ou 2 de travail, et vous allez voir quand vous arriverez dans le métier, eh ben, tout le monde va vous regarder, waouh, le mec, il comprend de quoi il parle, quoi. Bon, j'en ai déjà parlé, mais je devais quand même en faire un slide. C'est la communication. J'en parlais tantôt, je voyais Madame Louvain-Fosse qui se disait oui, mais c'est capital, on ne se rend pas compte. Si j'ai deux candidats dans mon bureau, il y en a un, c'est un super communicateur. Par contre, il se souvient middle de son cours de C. Cela dit, il se souvient très bien du cours de Java. Et il est incollable sur l'orienté objet, il sait exactement les patterns, mais le cours de C, c'est un peu loin, c'est middle. Mais c'est un super communicateur. Un autre, lui, c'est top sur tous les niveaux, y compris le C. Par contre, le mec, déjà, quand il arrive, il me dit « Ouais, j'ai fait un stage, j'ai un peu fait le tour de tout ça, ça m'intéresse plus, maintenant, je veux un challenge, mais voilà, et puis là, j'étais là, les gens, ils étaient pas très forts, donc ça me plaisait pas trop. Ah, là, je vois que, point de vue teamwork, le mec, bof, quoi. Ben, je m'en fous s'il est super fort, si c'est un gars qui est unique en termes d'expertise. On va prendre le mec qui est communicateur, qui est team player. Et ça, vous allez voir, ça va toujours être ça. C'est super important. Dans votre métier, le whiteboard, le tableau blanc, mais c'est
50% de votre temps, vous passez votre temps à faire des dessins, à expliquer des choses. Et donc, vous allez tout le temps vous battre. Vous allez tout le temps vous battre pour vos idées. Vous allez tout le temps vous battre pour les idées de quelqu'un d'autre. Vous allez tout le temps avoir l'impression que vous devez vous battre. Parce qu'en fait, c'est une impression. Et bien, ceux qui arrivent le mieux dans le job, c'est ceux qui reconnaissent que c'est pas un combat, en fait. C'est des discussions, c'est de la collaboration. Et quand vous maîtrisez les outils de la communication, vous allez voir, ça passe comme sur des roulettes. Alors, je sais, ça, c'est un petit peu rébarbatif. Mais c'est tellement important, je ne sais pas comment j'en étais pas conscient quand j'ai commencé à travailler. Et en fait, on s'en rend compte avec le temps. C'est que les gens qui réussissent le mieux, ben, c'est en fait, au-delà d'une certaine expertise technique, ben, c'est les gens qui savent communiquer, quoi. Donc, si vous voulez être développeur pour rester dans votre coin, derrière votre PC et pour voir personne, c'est pas le bon métier. Vraiment pas. Ou alors, vous allez payer rien du tout pour travailler sur un projet open source dans votre cave, et là, personne vous ennuiera. Mais si vous voulez être dans la vraie vie, vous allez communiquer. Voilà de tête vers quoi vous allez évoluer. Si vous vous demandez ce que vous allez faire dans 10 ans, moi ça fait 2012, donc ça fait 10 ans. Moi j'ai évolué vers ça. Tout au début j'ai fait un petit peu de ça, mais j'ai vite remarqué que je m'intéressais plus à ça. Et puis maintenant finalement je suis là. Parce qu'il faut bien chacun prenne un rôle dans l'organisation et moi je m'y retrouvais en fait à mener les équipes, à mener les gens et à tirer le meilleur de chacun et de construire des équipes qui fonctionnent bien. Parce que ça moi c'est ce qui me passionne, c'est construire un logiciel. Alors si je suis pas celui qui code, si c'est la concession que je dois faire pour pouvoir participer au mieux à la construction d'un logiciel, c'est ce que je ferai. Et donc vous allez évoluer avec le temps. Et voilà, ça c'est pour notre bureau, c'est là où je travaille. C'est les chemins possibles qui existent. Généralement, vous allez vous orienter vers de la gestion de projet, vers de l'expertise technique. C'est un petit peu les deux grandes directions. Ou alors plutôt du leadership de personnes. Vous avez des questions par rapport à ça, par rapport à mon parcours, par rapport au rôle qui existe? Oui. De 2012 à maintenant, vous avez fait d'autres formations ou c'est avec la formation que vous avez eue? C'est une très bonne question, c'est une très 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 bonne question. En fait, j'ai mis la phrase ici, un peu pour cette raison-là. Et la question était, pour les autres, ou pour les gens en distanciel, si vous ne l'avez pas entendu, c'était, est-ce qu'au cours de ma carrière, est-ce que depuis 2012, j'ai fait d'autres formations? Mais vous savez que chaque semaine, en fait non, tous les 3 jours, j'apprends un nouveau truc, je lis des manuels, je lis des documentations de logiciels que je ne connais pas, je lis du code de personnes qui nous rejoignent et j'apprends des choses. Ça, c'est moi, tout seul. En plus de ça, oui, j'ai eu des formations. Les formations techniques que j'ai eues étaient superbes. Mais parfois, c'est difficile de les appliquer dans la vraie vie. Donc, c'est un coup de chance, c'est un coup de bol, quand vous arrivez avec une formation qui soit parfaite pour ce que vous allez faire. Et c'est la même chose pour la HEPL. C'est une super formation, mais ce n'est pas en sortant que vous allez avoir exactement ce qu'il faut pour l'employeur où vous allez aller. Évidemment. Par contre, vous arrivez chez l'employeur, là vous allez être formé sur exactement ce qu'il veut. Et les bases que vous avez apprises ici vont vous permettre d'appréhender la formation qu'on va vous donner. Donc, on va vous donner des formations après. Moi, j'ai eu des formations tous les 2 ans en moyenne. J'ai eu une formation sur quelque chose, j'ai été chercher une formation. Et alors, ce qui est capital pour moi, et ce qui a été le déclencheur d'une dynamique dans notre bureau, c'est une formation en psychologie des groupes, c'est une formation en communication et leadership. C'est quelque chose, si vous avez l'opportunité de suivre, je vous conseille des formations en communication. Parce que le truc là, défendre ses idées, trop souvent, et même au niveau de l'école déjà, quand vous faites des travaux de groupe, je suis sûr que vous allez vous battre.
vous n'allez pas être d'accord. Et ça ne doit pas être un combat, ça doit être une défense de ses idées, dans le respect de l'autre, en voulant co-construire. Et en fait, pour répondre à cette question-là, vraiment en une phrase, oui, j'ai eu des formations, et la formation qui m'a apporté le plus, c'est les formations de communication. Donc si vous savez chercher des formations, cherchez des formations de communication, parce que la base technique, vous allez l'avoir ici, et elle est superbe, celle que vous allez avoir ici. Et elle est plus que suffisante pour arriver dans le métier, chez un employeur, et être formé là-bas sur les outils et les technologies spécifiques. Mais ne négligez pas votre part personnelle dans ce que vous apprenez ici pour aller plus loin que le cours. Par rapport au standard C, par rapport à lire le kernel, par rapport à voir, tiens, au-delà des instructions C# que je vais apprendre en deuxième année, ou au-delà du SGBD Oracle, qu'est-ce qui existe d'autre? Est-ce que SQL est implémenté différemment selon différents systèmes de base de données? Et SQL, c'est quoi en fait derrière? Est-ce que vous avez déjà fait une recherche Wikipédia et vous êtes perdu dans Wikipédia? Ça vous arrive de chercher c'est quoi un pointeur et de finir sur pourquoi Mickey Mouse a été créé en 1936 sur machin et vous dites comment je suis arrivé là? Ouais, mais franchement ça c'est un jeu qui va vous... Ça c'est un jeu qui est super cool, mais faites-le d'un point de vue technique. Parce que ça c'est la meilleure formation, c'est profiter de vos profs qui sont là maintenant pour faire ces recherches-là, techniquement, et de découvrir, quand vous allez avoir le cours de Java, qu'en fait, vous pouvez faire du C dans la machine virtuelle de Java. Je n'en dirai pas plus parce que c'est pas le sujet. Mais c'est fun, c'est gai. Et tout ça, c'est des recherches que vous pouvez faire personnellement en creusant un peu plus loin que le cours, quoi. Voilà, moi j'arrive plus ou moins à la fin. Mais je me disais que... ah oui, ça c'est un... Oui, je ne savais pas quoi faire avec cette image. Ça, c'est le premier produit que j'ai développé à la FN, en fait. Si je me souviens bien, je suis le dernier encore... Parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui ont depuis quitté les bureaux, qui ont déménagé. Il y avait des étrangers, donc on est un bureau multiculturel, des gens de tous les pays. Et donc je suis un des derniers encore dans le bureau qui a travaillé là-dessus. C'était mon premier projet, c'est un viseur tête haute dont je vous parlais. Et ça montre qu'à la FN Herstal, malgré ce qu'on croit, bah, c'est pas seulement de la métallurgie, quoi. C'est aussi de la technologie de pointe, chez nous, à une demi-heure de voiture d'ici. Et ça peut être assez passionnant. Oui, donc, peut-être un truc que j'ai pas dit. Je vous ai dit que si l'anglais c'est pas votre truc, vous avez intérêt à ce que ça devienne votre truc. Parce que dans mon équipe, chez moi, il y a des Français, il y avait un Ukrainien, Colombien, Tunisien, Espagnol, Mexicain, Argentin, des Flamands même. Je pense qu'il y a quelqu'un du Ghana aussi dans une autre équipe. En gros, ce que je veux dire par là, c'est que si vous ne parlez pas anglais, vous allez galérer. Vous allez galérer dans les industries informatiques qui dépassent une certaine expertise. Parce qu'en Wallonie, en Belgique, c'est un petit pays. On doit attirer des profils d'ailleurs. On n'a pas suffisamment d'écoles, on n'a pas suffisamment de formation pour faire tout ce qu'on veut faire en Belgique, en termes de software. Donc on va toujours amener des gens. On va toujours recruter des Français et d'autres personnes. Bon, les Français, c'est un mauvais exemple, mais vous allez avoir besoin de l'anglais. Et cette pluriculturalité, elle est hyper riche, et ça va aussi faire partie de votre métier de prendre ça en compte. Donc les sensibilités sont différentes, la vie dans le bureau est différente. Donc voilà, c'est un point que je n'ai pas vraiment énoncé ici dans la présentation, mais c'est un truc qui nous touche tous les jours, et je pense que c'est important. Est-ce que vous avez envie
est-ce que vous avez envie que je vous donne un exemple de quelque chose dont j'ai parlé? Parce que tout ce que j'ai dit, je l'ai dit, c'est tout des choses que je vis. Donc il y a vraiment, tout fait partie de notre réalité. J'ai rendu un peu générique, un peu général des choses. Pas non plus dire exactement comment on fait les choses, parce qu'il y a certains process industriels qu'on ne veut pas nécessairement rendre publics. Mais dans les principes, c'est ça. Et puis je peux vous donner les exemples sur tout un tas de choses, de sujets dont j'ai parlé. Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel je pourrais revenir ou qui vous a intrigué? Vous verriez bosser dans un milieu, dans un monde comme celui que j'ai décrit? Bof. C'est un peu loin. Hein. Est-ce que ça vous fait un peu peur, ce que j'ai dit, genre, un niveau rigueur, au niveau, mais mon Dieu, ça c'est pas pourquoi j'ai choisi d'être développeur. Non? Ça vous attendiez à ça? En fait, c'est simple. Celui qui ne sait pas écrire, s'exprimer à l'écrit correctement, clairement, un minimum, que ce soit en anglais ou en français, ou celui qui a du mal à communiquer, il va toujours devoir travailler ça. Et donc, je pense que le message que je vais vous donner, d'un point de vue général, c'est ça en fait. Travailler tout ce qui est auxiliaire et alors vous avez tout pour réussir. Et puis d'un point de vue technique, je peux que revenir sur le côté de la simplicité du code. Vous avez peut-être quelques livres à conseiller Oui. en communication? Ah, en communication, non. 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 J'avais écrit quelques livres. J'ai un livre que j'ai bien aimé, c'est The Pragmatic Programmer de Andrew Hunt et David Thomas. Ça, c'est un truc. Si vous voulez le lire, parce que vous savez pas quoi demander à Noël, ça c'est bien. Ça, c'est un livre qui est vraiment cool. Ça, c'est vraiment un livre qui est bien. Il est facile à lire. C'est un livre que je donne aux nouveaux que j'engage quand ils sortent de l'école. Pour la communication, j'ai pas de livre. Je pense que c'est très difficile d'avoir des ressources type livre pour ça. Je pense que si ça vous intéresse, vous pourriez vous renseigner vraiment sur des formations en communication. Parce que ça s'exerce. Il y a des théories, mais les théories veulent rien dire si on ne les exerce pas, on ne les voit pas dans les situations. Donc non, j'ai pas de conseils à ce niveau-là. Est-ce qu'il y en a qui savent ce que c'est est-ce qu'il y en a qui se verraient bosser comme ça avec des règles? Est-ce qu'il y en a qui s'imagineraient qu'ils pourraient travailler dans un monde où on nous dit il y a toute une série de règles à respecter et j'ai envie de comprendre le pourquoi des règles? Un oui, un peut-être, un oui. D'accord, quand même. Ça me rassure, donc ça veut dire que j'ai pas été trop extrême. D'accord. Moi, je pense que si vous n'avez pas d'autres questions, moi, je veux bien qu'on échange encore un peu. Je n'ai pas prévu beaucoup d'autres contenus. Je pense que c'est déjà assez complexe. Voilà. Le quiz, ouais. Ouais, mais je vais juste vérifier parce que... Non ?
Confirme que j'ai tout dit. C'est bon. Ah non, il y a un truc que j'ai pas dit. Pardon, il y a une question. J'en ai plein, mais elles sont confidentielles. J'ai des vidéos tournées à Seine... je ne sais pas si je peux dire où. J'ai des vidéos qui sont tournées sur des bases militaires, et donc je ne peux pas vous les montrer. Maintenant, il n'y a pas besoin spécialement de vidéos pour comprendre ce dont je parle. Si vous voulez imaginer... Voilà. Voilà. Ça, si vous vous dites, si j'ai des vidéos pour montrer en action, malheureusement, j'ai pas fait mon travail de recherche pour vérifier que j'ai des vidéos que je peux vous montrer. Il y en a probablement sur YouTube. Mais en gros, ça, c'est une station qui bouge. D'accord ? Et donc, elle bouge en élévation, en azimut. Et ça tire des munitions. Donc ça, c'est un sujet... Mais c'est une bonne question. C'est peut-être une petite aparté là-dessus. C'est un sujet qui est un petit peu critique. Donc vous voyez, vous avez tous vu les images en Ukraine, ce qui se passe. C'est dramatique. Voilà. L'armement, c'est un choix que j'ai fait de travailler dans l'armement. Et des vidéos, si vous allez chercher des vidéos là-dessus sur nos produits, vous allez trouver des vidéos de systèmes d'armement qui tirent des balles, tirent des munitions. Bon, on ne dit pas des balles dans le milieu, mais c'est très impressionnant. Il y a des gens qui, après quelques semaines, les premiers tests, ils démissionnent. Ça arrive. Donc, je respecte les avis de chacun là-dessus. Je crois que c'est un choix qu'il faut faire en bonne conscience. C'est un système qui va tirer des munitions de cette taille-là pour les cartouches, de cette taille-là pour les munitions. Ça s'appelle des munitions 12-7 au NATO, donc c'est des .50. Si vous avez déjà vu des films où on tire avec des films de guerre de la Deuxième Guerre mondiale, où on tire sur des jeeps là, ou sur des bateaux avec les deux poignées, là, des grosses mitrailleuses qui vont, je vais dire, d'ici de là à là. Ça, c'est la mitrailleuse qui est là, donc c'est des gros trucs, quoi. C'est très impressionnant. Après, on peut aussi, dans cette modèle de station-là, mettre des plus petites mitrailleuses, c'est les MAG et les Minimi, c'est deux autres modèles que la FN fabrique. Si ça vous intéresse, vous pouvez regarder sur YouTube, je suis sûr que vous trouverez des vidéos. Maintenant, c'est sûr que c'est une industrie qui n'est pas comme les autres. On voit malheureusement aujourd'hui qu'on en a toujours besoin. On voit des gens aussi qui critiquent et puis qui maintenant pensent qu'on va aller leur donner plein d'armes comme ça. Donc voilà, il y a plein de politiques, plein de convictions là derrière. Et évidemment, je respecte si là vous êtes d'un autre avis que vous, personnellement, vous ne voudriez pas travailler là-dedans, ça c'est tout à fait compréhensible. J'étais en train de dire qu'il y a une chose que j'ai pas dit. Il y a une question dans le QCM que j'ai oubliée. Donc autant vous la dire. Bon. Écoutez, j'ai oublié. Ça c'est quand on lit pas ces notes avec ces slides. Il y a une notion, mais en fait c'est parce que je me suis rendu compte que c'était un peu technique aussi. Il y a une notion de couverture de code. Ça vous parle sûrement pas. C'est donc il y aura une question là-dessus. La couverture de code, c'est quand on fait... Je vous parlais de l'analyse statique, qui est l'analyse qui va vous dire, dans votre code, il y a telle instruction qui sert à rien, il y a telle instruction qui est mal placée ou dangereuse. Quand on exécute les tests,
sur un binaire, on va être capable de dire, lors de l'exécution des tests, telle sous-branche du if-else, le else là, on va être capable de dire on n'est pas rentré là-dedans. Donc on va exécuter les tests, et en rapport de test, on va avoir un rapport de couverture de code. On va voir notre code, et on va dire tiens, là il y a un else, on n'est pas rentré dedans, c'est bizarre. Pourquoi ? Et le pourquoi est super intéressant, parce qu'en soi, ça n'apporte aucune information, qu'on ne soit pas rentré dedans. Parce qu'il peut y avoir plein de raisons pourquoi on ne rentre pas dedans. Ça peut être parce que il manque un requis. Parce que s'il manque des requirements, bah, il n'y a pas de test qui teste ça. Donc on ne rentre pas dedans lors des tests. Si par exemple ça c'est la condition pour aller à droite, mais qu'il n'y avait pas de requis qui disait qu'on doit être capable d'aller à droite, on n'a jamais testé qu'on est allé à droite. Par contre, ça peut aussi être qu'il y a trop de fonctionnalités dans le code. On a trop fait dans le code. On a fait plus que ce qu'il y avait dans les requis. Ou alors, c'est parce qu'il n'y a pas assez de tests. Donc peut-être que le requis, il était là. Le requis qu'il fallait aller à droite. Et là, on va à droite. Tout fonctionne. Mais en fait, il nous manque un test. On n'a pas testé qu'on va à droite. On n'a pas exercé le code en allant à droite. Ou alors, peut-être que ça, le B là, c'est peut-être la condition qui va nous dire si un pointeur est valide. Vous savez, les pointeurs, ben, c'est une adresse. Si l'adresse, elle pointe rien du tout, vous n'allez pas vouloir déréférencer ce pointeur. Vous n'allez pas vouloir accéder à l'espace pointé qui n'est rien, qui pointe vers rien. Sinon, vous avez un segfault. Vous en avez sûrement déjà eu. Et peut-être que le else, c'est en fait le code en programmation défensive qui est là pour, au cas où, ce pointeur-là deviendrait nul. Alors c'est un truc qui se fait souvent dans certaines industries, notamment l'automobile, où on va avoir beaucoup de programmation défensive. Il y a deux écoles. Il y en a qui vont dire contractuellement, ma fonction, elle ne peut pas avoir de nul. Et donc c'est l'appelant qui doit vérifier quand il passe des données à la fonction qui ne passe rien, qui puisse être des pointeurs nuls, par exemple, donc qui ne pointent rien, des mauvaises adresses. Et il y a d'autres personnes qui vont dire non, l'extérieur c'est l'ennemi. Et moi, mon code, il est robuste. Quitte à rajouter 400 lignes de code pour un code utile de 200 lignes. Parce que moi, je ne veux pas qu'il y ait de risque, et celui qui m'appelle, il fait peut-être n'importe quoi. C'est ce qu'on trouve plus dans des codes de library, de modules réutilisables qu'on va donner à des gens, à des programmeurs un peu les distribuer ou quoi. Et voilà. Il est aussi possible que si c'est pas le else, si B est true, par exemple, si B est true, est-ce qu'un jour, il y a une possibilité... Regardez, attendez, je vais l'effacer, je vais faire ça plus propre. Ah, c'est pas très mouillé tout ça. C'est étonnant qu'il y a encore des vrais tableaux. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu. Si je fais B... Je ne sais pas moi. Si c'est int B égale 1. Bon, excusez-moi de... If B... Là, je fais quelque chose. Else... Là, je fais autre chose. Merci. Donc, désolé pour l'écriture. Tout d'un coup, ça devient moche. C'était bien avant d'allumer. Est-ce que ici, il y a une possibilité, un jour, de rentrer dans le else? Jamais ce sera possible. Sous aucune condition,
s'il n'y a pas des instructions qui viennent se glisser là, on va rentrer dans le else. Ça, c'est du unreachable code. Ou dead code. Ça, c'est pas permis, ça, dans notre monde. Ça c'est des choses qu'on veut éviter. Et donc aussi, si vous avez une couverture de test, vous exécutez un test, et qui vous dit « Ah, là, c'est jamais exercé, ce code, et cette branche de code n'est jamais utilisée, le else n'est jamais évalué, au sens C », ça veut dire qu'on a de l'unreachable code, peut-être, ou alors, bon, si on n'a pas ça, mais qu'on a autre chose, ça peut être toutes les autres raisons que j'ai dit avant. Donc si vous utilisez un switch, il n'y a jamais de default. Alors, c'est l'équivalent d'un switch. C'est l'équivalent... Alors, pour un switch, comment ça, il n'y a jamais de default? Mais si vous ne pouvez pas utiliser du code qui n'est pas accessible. Non, c'est différent. Ce que ça veut dire, si vous faites ça avec un switch, c'est que si vous faites un switch sur B, ouais, et que vous avez un case qui dit que c'est Toto, je sais pas moi, mais que ici vous dites if B égale Toto, alors B égale fou. Vous changez la valeur de B si elle est égale à Toto. Quand vous rentrez dans Switch, ça va jamais être égal à Toto, c'est pas possible. Donc ce code qui est dans ce case-là, c'est du unreachable code. C'est quelque chose qui existe dans votre logiciel, mais qui sert littéralement à rien, quoi. Donc ça, c'est un truc qu'on essaye d'éviter à tout prix. Pourquoi? Parce que c'est des problèmes de maintenance après, etc. Ça, c'est souvent des choses qu'on a quand on fait du refactoring de code, qu'on change du code, qu'on l'améliore du code pour ajouter les fonctionnalités, et que le développeur n'a pas bien fait son boulot, il n'a pas enlevé tout ce qu'il fallait enlever, en fait. Et ça, une analyse statique, généralement, va le trouver, par contre, hein, ces cas-là. Ces cas-là, ils sont très simples, donc une analyse statique va le trouver. Il y a des cas plus complexes où il y a du unreachable code à cause de toute une série de... La position de la lune et le nain unijambiste, et en fait, il se trouve que là, il y a un code qui, dans aucun cas, il peut être atteint. Et ça, on le voit avec les tests. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions plus générales sur mon métier, sur mon quotidien, sur là où je travaille, sur là où j'ai travaillé avant? Des conseils? Peut-être parler du stage que tu as fait à l'étranger, pas parler, mais dire. Oui. Oui, mon stage. Ouais, d'accord. Ouais, non, pas de souci. Pour moi, c'est bon. Ok, ben merci. Merci beaucoup. Bien, donc, vous avez l'habitude, hein. Ben, vous devriez. Ah, il y a le quiz d'avant. Ouais. C'est dans la foulée. Mais parce que Madame Levinspois m'avait dit que c'était 2 heures, et donc je me suis dit, Ouais. merde, j'ai pas Oh non, il y a pas. j'ai pas le matériel. Bien, donc, je vous partage le quiz. Il est sur Moodle, vous pouvez accéder au quiz. Je vais vous recopier-coller dans la conversation.